Nous, c'est Radio Congo Telesca et Detel Academy. Nous voici pour un nouveau forum, comme d'habitude, organisé demain des maîtres par Detel Academy et sa direction, représentée par Jean-Claude Kaloubi et Bertrand Kabongo Lukunda. À la direction technique, au soutien technique, direction technique de la Radio Telesca, c'est M. Honorable Vasco Mbouyima Bakalala, assisté du jeune Brunel Moulumba. Auditrices et auditeurs de Radio Telesca et amis fidèles de Detel Academy, nous voici comme prévu dans nos annonces pour présenter une émission spéciale consacrée aux infrastructures critiques en République démocratique du Congo. Pour animer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ce matin, à Ottawa, capitale du Canada, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Patrick Kabongo. Patrick Kabongo, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté en peu de temps. Pour le présenter, il nous prendra beaucoup de temps pour le présenter en détail. Nous allons nous limiter à l'essentiel et présenter notre invité d'honneur et de marque en quelques mots, en 6 points. Premier point, Patrick Kabongo est directeur général d'une entreprise de consultance Cabicet Systems qui œuvre dans la consultance dans les infrastructures critiques et la cybersécurité. 2. Il totalise 15 ans d'expérience dans les technologies de l'information et télécommunications et en cybersécurité. 3. Patrick a travaillé dans les organisations internationales et régionales sur régionales. Il a travaillé dans les entreprises de télécommunications, aussi bien publiques que privées, en République démocratique du Congo et au Canada. 4. Sur le plan académique, Patrick détient un diplôme d'ingénieur civil mécanicien de l'Université de Mbujimayi au Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Patrick détient également un MBA en IT Management de l'Université de Leicester en Angleterre. Patrick complète présentement une maîtrise en ingénierie dans la protection des infrastructures critiques et la sécurité internationale à l'Université de Carleton à Ottawa, au Canada. Patrick a à son actif, il porte un nombre important de certifications professionnelles en informatique et cybersécurité, dont les plus récentes comprennent le fameux CISSP, Certified Information System Security Professional, et le CRISC, ainsi que le C/CISO. Vous pouvez joindre le Patrick sur son compte LinkedIn. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Patrick, vous pouvez aussi le joindre sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son site Internet. C'est quelqu'un qu'on ne présente pas en peu de mots, comme je venais de le dire. Et M. Patrick Kabongo, bonjour. Bonjour. Heureux de nous honorer et d'honorer nos auditrices et auditeurs à l'occasion de la présentation de ce thème attendu qui a pour titre « Infrastructures critiques en République démocratique du Congo ». J'ai 2 questions pour vous. Première question. Qu'aimeriez-vous ajouter
à ce que je viens de décrire comme profil sommaire vous concernant? Vous avez la parole pour arrondir les angles. Ça, c'est la première question. Et comment êtes-vous parvenu à naviguer à travers ces domaines compliqués? Et bien sûr, j'ai aussi oublié d'autres domaines d'intérêt, centres d'intérêt que vous avez à cœur. Je vous laisse la parole pour préciser davantage votre profil et le décrire de manière complète sur ce que j'aurais oublié de mentionner. Vous avez la parole, Patrick. Merci beaucoup, Monsieur Charles, et bonjour, chers auditeurs. Je pense que Monsieur Charles a vraiment tout balayé. En gros, on n'a pas besoin d'aller dans trop de détails. Il y a mon profil LinkedIn qui donne beaucoup plus de détails sur ce que je fais. Mais par rapport à la deuxième question de savoir comment est-ce que je suis arrivé à tomber dans cette sauce des infrastructures critiques qui paraît être un domaine assez complexe. En fait, tout est parti des observations et des questionnements internes. Je me posais toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait la grande différence entre notre pays et d'autres pays qui sont très développés et très avancés? Et cette question a tortillé mon esprit à travers mes différents voyages, mes différentes recherches, jusqu'à ce que mes lectures et différentes conférences me conduisent à découvrir ce concept des infrastructures critiques, de la planification des infrastructures. C'est ainsi qu'à travers ces recherches et lors de ma visite dans une université ici à Ottawa, à l'université de Carleton, j'ai découvert ce programme qui parlait des infrastructures critiques. Donc, en plus de mon intérêt existant et de ces découvertes, je me suis décidé de me lancer là-dedans pour une raison majeure. Il s'est fait qu'à travers plusieurs conférences auxquelles j'ai assisté, que ce soit Makutano, que ce soit d'autres interventions sur différentes chaînes, ainsi de suite, il y a toujours une préoccupation qui revient. Nous ne savons pas faire ceci parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Nous ne savons pas produire parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Alors, je me suis dit, 60 ans plus tard, est-ce que nous pouvons parler des infrastructures? Oui, nous pouvons en parler. Mais de quelle manière? C'est ainsi que j'ai commencé à faire la recherche et arriver à tomber dans ce domaine. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement de la recherche, mais c'est aussi mon domaine de travail. À travers ce que je fais depuis un certain nombre d'années, notamment dans l'analyse des risques, c'est l'analyse des risques qui porte sur des grosses infrastructures. Voilà un peu comment je suis tombé dans ce domaine. Très bien. La question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est celle de comprendre comment on peut utiliser les données et les questions relatives aux infrastructures critiques, comment on peut capitaliser cet aspect des choses afin que nous puissions relancer l'économie et relancer le développement en République démocratique du Congo. Avant d'enchaîner avec ma deuxième question, j'aimerais inviter nos auditrices et auditeurs ainsi que le panel ici présent dans ce forum virtuel, dans ce studio virtuel de Radio Telesca. J'aimerais vous inviter en solidarité, en compassion avec la direction de l'Ethel Academy, est éprouvée par la mort d'un autre, un être cher, précieux, qui a été emporté à fleur de l'âge. Nous allons garder 1 minute de silence pour lui. Son nom, vous le connaissez, vous l'aimez, vous le portez à cœur, que son âme repose en paix. Il s'appelle Mfumu Sabata. Je pense que les funérailles ont lieu aujourd'hui et nous allons garder 1 minute de silence en sa mémoire.
Merci. Nous reprenons notre forum. Patrick, vous avez la parole. Voici ma deuxième question. C'est d'aller directement au cœur de la thématique d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous décrire de manière à la fois académique et compréhensible pour tout le monde ce qu'on entend par infrastructure critique et en quoi sont-elles critiques? Merci beaucoup, M. Charles, pour la parole. Avant que je ne puisse continuer, je voulais juste indiquer que je ne suis pas seul ici sur le panel. Je suis venu avec mon ami Franck Senda, qui est aussi en ligne ici. On pourra peut-être avoir l'occasion à un moment donné de s'introduire. Merci beaucoup. OK. La première question, si je l'ai bien saisie, elle est un peu longue, c'est comment capitaliser les données des infrastructures critiques. Est-ce que c'est bien ça? C'était ça la question. Non, la question, c'est de décrire, de faire une description, de jeter un regard, pour ainsi dire, surplombant, enfin panoramique, sur ce qu'on entend par infrastructure critique. Donc, il s'agit pour nous d'éclairer l'opinion, d'opérer une sorte de clarification conceptuelle du mot ou de l'expression pour qu'on puisse comprendre une expression à laquelle on n'est pas toujours habitué. Merci beaucoup. Et pour ça, je voudrais juste projeter un slide, si cela est possible. C'est bon, oui. Apparemment, c'est désactivé du côté… Ah oui. Il faudrait que l'honorable Vasco vous permette d'être co-host. Ça peut marcher. Vasco, est-ce que, si vous nous entendez, vous pouvez permettre ou bien d'être à l'académie? Est-ce que maman qui nous aide avec la technologie de Zoom pour le partage d'écran, est-ce que vous pouvez autoriser à Patrick le prendre comme co-host pour quelques minutes? Si c'est possible, si ce n'est pas possible, il pourra le dire verbalement. OK, on t'a fait co-animateur. Tu peux partager maintenant, Patrick. Merci beaucoup, madame. Patrick, maintenant, tu peux y aller. Très bien. Tu peux aller en mode diaporama. On à droite, vers les bas. Tu peux lancer par diaporama. Voilà, exact. C'est ça. OK. Ça n'a pas marché. Super. Les petits. Voilà. Oui. Appuyez vite. C'est bon. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Voilà. Vous voyez juste le diaporama? Oui. Oui, il y a d'autres intervenants qui cherchent le lien. S'il y a quelqu'un qui est dans le groupe de l'UDPS. Honorable Vasco, ou bien… Le lien est directement sur le site internet donc, de DETL Academy en ce moment. Il a été mis exprès à cause des difficultés. Il est accessible en ce moment sur le site. Tu peux leur écrire d'aller sur le site de DETL Academy, il y a le lien direct, il clique, il se connecte. Okay. Pour parler des infrastructures critiques, si nous avons déjà observé dans plusieurs pays, le pays est formé autour d'un certain nombre d'infrastructures. Ces infrastructures, ça peut être des infrastructures de transport, de communication, les écoles, tout ce qui constitue les infrastructures, on n'a vraiment pas besoin de les définir en tant que telles, parce que ce sont des choses qui sont connues. Mais là où je voudrais amener un tweak, c'est plutôt au niveau du mot critique. Pourquoi? Ce concept a commencé
par les pays industrialisés, fortement industrialisés, qui se disaient, qu'est-ce qui arriverait à nous aujourd'hui, étant donné que nous dépendons fortement des technologies, si ces technologies et ces infrastructures qui sont interconnectées arrivaient à être mises en mal. Notre sécurité nationale en sera impactée et la sécurité de notre population en sera aussi impactée. Ainsi, ce concept d'infrastructure critique est différemment défini selon les pays, selon ce que le pays voit comme menace à l'issue de l'analyse des risques. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, ils ont défini 16 domaines qui sont considérés comme des domaines critiques. Au Canada, il y en a 10. En Australie, il y en a 7. Donc, cela dépend d'un pays à un autre. Mais le concept en soi, comment est-ce qu'il peut être appliqué à la RDC, étant donné que la RDC n'est pas encore un pays industrialisé? C'est là où la particularité de la définition, cette évasité de la définition des infrastructures critiques peut bel et bien s'appliquer à nous. La première étape, c'est d'abord de définir qu'est-ce que nous, on veut entendre par infrastructure critique. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première partie de la question. Bien, vous voulez que je continue à l'application au Congo? Vous pouvez continuer. OK. Alors. Vous pouvez ajouter quelque chose, Patrick? Oui, bien sûr. Oui, je m'appelle Franck Senda, je suis ingénieur mécanicien et toute ma vie, je l'ai parcouru ou juste dans le domaine ingénieur. Il est tout à fait naturel quand je vois la présentation des Patrick dans notre monde d'ingénieurs, ingénieurs mécaniciens de conception comme nous autres. Quand nous parlons des infrastructures, nous entendons les biens, les bâtiments, les trains et autres choses. Mais ici, ce que je voulais apporter comme l'apport dans ce projet que nous voulons amener au Congo, c'est que les infrastructures critiques sont définies d'abord comme étant des processus, des systèmes, des installations, des technologies, des biens et des services qui sont essentiels à la sécurité de la vie sociale et au développement d'un pays. Donc, il faut d'abord ici enlever dans la tête l'ossature ou la dimension ou la compréhension du fait que nous pensons que quand nous parlons des infrastructures, il s'agit des bâtiments. Non, les bâtiments sont compris dans les infrastructures. Les infrastructures au sens d'un pays, ça englobe tous les systèmes qui concourent au bien-être social, parmi lesquels, comme je l'ai dit, nous avons des processus, des mécanismes, des systèmes, des installations, des technologies. La technologie actuelle, quand nous les mettons au point, nous définissons ce que c'est qu'une infrastructure critique. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Si vous m'excusez, j'aimerais juste ajouter à ce que M. Franck vient de dire. En plus simple, en donnant des exemples, c'est que c'est arrivé aux États-Unis lorsqu'il y a eu attaque sur le système électrique dans l'État de New York. C'est arrivé hier ici, mais bien que ça ne soit pas l'infrastructure critique complètement parce qu'il y a d'autres compagnies qui fournissent le téléphone, il y a Vidéotron hier avait des difficultés à pouvoir donner son service. Donc, tous les systèmes Vidéotron étaient à terre. Donc, c'est juste pour donner quelques exemples pour qu'ils continuent. Voilà. OK. Merci beaucoup pour tous ces apports. Ils sont vraiment cruciaux. Et merci beaucoup, Franck, pour la clarification. Moi, j'ai une question. Oui. Avant de continuer, j'ai une question sur le déterminant, le déterminant qui fait qu'une infrastructure est critique. En quoi consiste la criticité, pour ainsi dire, si vous me permettez les néologismes, en quoi consiste la criticité
criticité ou criticité, ça dépend de ce qu'on veut prendre comme néologisme. En quoi consiste donc le caractère critique? Le caractère critique, c'est juste une Qu'est-ce qui très bonne fait que question. c'est critique par rapport à ce qui n'est pas critique? Une très bonne question, surtout par rapport à nos auditeurs. Ouais. La criticité des infrastructures est définie par rapport à son apport dans la vie sociale et dans le développement d'économie, surtout et plus précisément de la manière que ça contribue à un fonctionnement efficace d'un gouvernement d'un pays pour garantir la sécurité, le bien-être et le développement social et économique de sa population. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour cet apport. Je vais juste ajouter sur ça que lorsque on a des infrastructures, toutes les infrastructures, si on peut aujourd'hui se dire, je voudrais classifier mes infrastructures en commençant par la plus importante à la moins importante selon des critères bien définis, on tombe dans le domaine de la définition des infrastructures critiques. Oui, c'est bon. OK? Oui. Voilà. Donc, c'est un peu de cette façon que nous répondons à la première question. Et la deuxième question, c'était laquelle, M. Charles? Oui, la deuxième question, c'était, je n'ai pas encore posé une deuxième question. J'avais posé simplement la question de clarification conceptuelle, vous venez de le faire, mais j'ai cru entendre, vous entendre dire que ce concept fonctionne ou fonctionnerait dans les pays industrialisés. Et le Congo, n'étant pas vraiment complètement industrialisé, c'est comme si par déduction, en partant de la prémisse qui dit que les infrastructures critiques opèrent en régime industriel. Si donc un pays n'est pas industrialisé, la question ne se poserait donc pas. C'est ce que vous voudriez dire et ce qu'on pourrait tirer comme conclusion de l'affirmation selon laquelle la criticité d'une infrastructure va de pair avec l'industrialisation du pays et que donc un pays dont le degré d'industrialisation n'est pas encore conséquent, ce pays se verrait délesté, pour ainsi dire, dégagé du principe de l'exigence des infrastructures critiques. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est juste des questions pour que nos auditeurs puissent comprendre. Ça peut servir à la fois les auditeurs et aussi les décideurs. Vous avez la parole. Okay, merci beaucoup pour cette question. J'ai dit que le concept a été né à partir des pays industrialisés. Et tous ces pays ne définissent pas ce concept de la même manière. Mais il est déterminant dans leur façon d'apporter de l'importance aux infrastructures. En partant de cette approche, ce concept peut bel et bien s'appliquer à notre pays. Ça nous permettrait de classifier les infrastructures que nous avons, de définir les priorités du gouvernement, de définir une série d'actions que le gouvernement et les décideurs peuvent entreprendre lorsque les infrastructures sont définies critiques. Et il y a une chose à retenir, cette criticité n'est pas éternelle, elle change. Ainsi, par exemple, on peut se dire, pendant mon mandat de 5 ans, ces infrastructures, selon les besoins du pays, ces infrastructures sont critiques. Je vais peut-être projeter ceci, par exemple. Je donne juste un exemple pour essayer de comprendre. Je suis en train de travailler sur
ce fichier Excel où j'ai énuméré 11 secteurs comme étant des secteurs critiques, notamment l'éducation, les services gouvernementaux, l'énergie, le transport, les informations et communications, les eaux et les eaux usées, les finances, la santé et la salubrité, l'industrie, l'alimentation et la sécurité publique. Alors, une proposition comme exercice, je me dis de 2022 à 2026, tous les secteurs qui sont en rouge seraient des secteurs hautement prioritaires. Ceux qui sont en cette couleur amber suivraient en termes de criticité. Ceux qui sont en jaune auraient une criticité normale. Okay? Et de 2027 à 2032, cette classification peut changer. On peut avoir atteint un certain niveau de développement dans un domaine donné et on se dit, pour 2027 à 2032 par exemple, ceci n'a plus de top criticité, mais ça peut descendre à la couleur orange ou la couleur jaune. Ainsi de suite, ça peut aller de mandature à mandature. C'est quoi l'implication de cette définition des infrastructures critiques selon les mandatures? L'implication, ça peut être, par exemple, de se dire, si nous avons l'industrialisation comme secteur critique pour les 10 ans à venir, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour encourager les jeunes à s'intéresser à la question de l'industrialisation, encourager les universités à collaborer, et quels sont les différents secteurs publics et privés qui peuvent être encouragés à contribuer dans ces secteurs? Comment est-ce qu'on peut mettre un cadre juridique? Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour le secteur que nous considérons comme étant critique cette année, ou bien sur cette mandature? S'il n'y a pas de cadre juridique, le Parlement aura bel et bien un travail à faire, parce qu'on ne peut pas considérer les infrastructures comme étant critiques alors qu'il n'y a aucun cadre juridique qui les gère. C'est un peu de cette façon que ce concept s'appliquerait à la République démocratique du Congo. Pour compléter, Patrick, si je veux intervenir un peu avec un œil tout à fait de l'ingénieur, l'objectif ici, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des infrastructures critiques. Il n'y a pas des infrastructures au Congo, les infrastructures, il y en a. Mais est-ce que la criticité telle que nous définissons les infrastructures critiques est-elle au Congo? Je ne pense pas qu'il n'y en a pas, parce que vous conviendrez que nous construisons les bâtiments, nous construisons les mines. J'étais en train de lire autrefois hier soir, j'ai appris que la mine la plus grande de cuivre, elle est au Congo. Elle est en train d'être très bien construite, elle est énorme, gigantesque. Elle attire les yeux du monde, tout le monde est arrivé vers là. Mais est-ce que nous pouvons classifier ça comme infrastructure critique par rapport à la politique que nous sommes en train de mener au Congo? Non, parce qu'il faut d'abord commencer par identifier qui sont les partenaires que nous avons à la table pour parler des infrastructures. Et quels sont les décideurs et comment est-ce que nous allons partager l'information que nous avons du point de vue des infrastructures critiques. On va parler de l'état juridique ou d'un appui juridique dans une infrastructure critique. L'objectif ici et la finalité des infrastructures critiques, c'est d'abord d'avoir une plateforme sur laquelle nous allons nous mettre tous autour d'une même table et se dire nous devons accroître la résilience de nos infrastructures. Pour accroître les infrastructures critiques, pour accroître la résilience des infrastructures, il faut identifier qui sont les partenaires autour des infrastructures critiques. Y a-t-il un système comme tel au Congo qui a identifié les partenaires pour créer une sorte de plateforme? Je ne pense pas, à moins que je ne sois mal informé. En plus, pour accroître cette résilience, la croissance de la résilience, elle est dynamique, elle n'est pas statique, comme Patrick vient de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eu égard aux sollicitations,
Les sollicitations, elles sont diverses par rapport à chaque infrastructure. Une infrastructure peut être sollicitée les plus que l'autre. Ça veut dire que le besoin à la résilience est dynamique. Elle n'est pas totalement identique d'une infrastructure à une autre. Dès lors, la primauté et la nécessité des infrastructures sur lesquelles on doit se focaliser, elle est dépendante dans le temps. Alors, je rappelle que nous sommes dans un forum et tout le monde peut prendre la parole, compléter ou poser une question, une ou deux questions. Donc, tous les membres du panel, vous qui êtes virtuellement connectés, enfin, vous êtes dans la salle virtuelle, vous pouvez poser des questions. Maintenant, question rapide à Patrick. Dans la feuille Excel que vous avez lue et que vous avez résumée, vous avez dit que vous avez classé la criticité des infrastructures selon les couleurs. Alors, pour la République démocratique du Congo, quelles sont les infrastructures prioritaires d'après les couleurs que vous avez ou la couleur que vous avez attribuée à ce niveau de criticité? Au Congo, quelles sont, vous pouvez nous citer 3 ou 4 infrastructures critiques selon vos études, selon votre relevé, pour ainsi dire, relevé de recherche et d'expertise. Merci beaucoup pour la question, M. Charles. D'abord, j'aimerais apporter un rectificatif. L'exercice de définition et de classification des infrastructures critiques ne peut pas être un exercice que je ferai seul dans ma chambre. C'est un exercice à faire entre différents partenaires, comme Franck l'a souligné ici. Ce que j'ai essayé d'écrire ici, bien de mettre dans ce fichier Excel, c'est une proposition, un modèle méthodologique qui peut être utilisé dans les discussions de manière à arriver à faire la classification. C'est en fait quelque chose qui peut servir de tableau de bord. Maintenant, les animateurs des différents secteurs qui sont cités ici se mettre ensemble selon une méthodologie claire, notamment une méthodologie basée sur le besoin, le risque arriverait à définir c'est quoi, et la vision du gouvernement arriverait à définir qu'est-ce qui est critique pour les 5 ans, qu'est-ce qui est de criticité suivante et qu'est-ce qui est de criticité normale. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Mais à partir des analyses personnelles, ça c'est une opinion personnelle qui peut être contredite ou complétée selon le cas, j'ai trouvé que nous avons un sérieux problème de l'éducation au Congo. Et pour moi, selon mes analyses, j'ai trouvé que ça pouvait occuper la première place. Et il y a des séries, des détails d'analyse que j'ai écrits qui peuvent être partagés avec qui de droit, de manière à comprendre le soubassement et la méthodologie utilisée pour arriver à comprendre que l'éducation serait la priorité numéro 1. Voilà. Je vais compléter Patrick un peu à ce niveau-là. J'ai eu une discussion très chaude avec Patrick ce jour-là. Heureusement que lui et moi, nous sommes des ingénieurs. Vous comprendrez que dans la conception et les dimensionnements, les ingénieurs ne concevront jamais de la même manière. Nous avons essayé de travailler ensemble sur la liste de Patrick. Il met l'éducation en première position. Moi, je lui ai dit, moi, je ne mettrai pas l'éducation en première position. Moi, je mettrai la santé en première position. Et on a dit, en discutant, j'ai justifié pourquoi. Parce que
La conception dans le domaine de l'ingénieur, elle ne sera pas la même. L'essentiel, c'est de justifier votre conception pour prouver à vos interlocuteurs en quoi vous avez raison, en quoi vous allez les sécuriser. Alors, pourquoi moi j'estime que la santé elle est prioritaire? C'est parce que tout simplement, les vecteurs sont des êtres humains. Pour que les vecteurs accèdent à l'éducation, ils doivent d'abord être en bonne santé. Or, quand je regarde ce qui se passe au Congo, l'infrastructure du point de vue de la santé, et je ne sais pas si nous pouvons la classifier, elle est non existante. OK. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? J'ai la main levée de monsieur, notre ami Mouteba. Bonjour, monsieur Mouteba, vous avez la parole. OK, bonjour beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour me donner la parole. Et je voudrais aussi remercier justement les organisateurs ainsi que les débatteurs, enfin ceux qui vont faire cette rencontre. Et désolé pour les retards, mais ce n'est pas un problème. Moi, j'aimerais d'abord savoir ce qu'on définit par la criticité donc d'une infrastructure. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, j'entends donc les débatteurs de tout à l'heure qui disent qu'il faut mettre la santé avant l'éducation ou l'éducation avant la santé selon donc la perception de chacun. Moi, je peux dire qu'on ne doit pas opposer ces deux domaines qui sont très, très, très importants, pour ne pas dire vitaux pour toute la nation. La santé va avec l'éducation autant que l'éducation va avec la santé. Voilà donc mon point de vue là-dessus. Merci. Très bien. Mais moi, je reste avec un pincement au cœur parce que la clarification conceptuelle, il y a Wittgenstein, c'est un philosophe analytique, qui dit ceci, c'est mon point de vue aussi, que débattre d'une question, c'est avant tout lutter contre l'ensorcellement de notre entendement par le moyen du langage, des concepts. Lorsque Patrick et notre ami Franck présentent l'élément de criticité et présente le concept, moi, je ne parviens pas à voir la démarcation qu'il y a entre infrastructure critique et projet de société d'un parti politique, d'un gouvernement ou d'un État. Lorsqu'on dit santé, on dit éducation, on est comme dans une sorte de, comment on peut dire, la pensée, l'entendement est comme confus, la pensée est confuse, elle est confrontée à une sorte de difficulté de distinction entre ce concept d'infrastructure critique sur laquelle, à partir de laquelle on s'attendrait à entendre les présentateurs nous parler de technologies critiques ou des infrastructures critiques, le rail, le chemin de fer. Maintenant, quand il commence à partir du modèle logique qu'il est en train de penser et pour lequel il appelle tout le monde à participer afin de dégager ce qu'est une infrastructure critique, nous voyons l'éducation, la santé, quelqu'un d'autre parlerait de l'économie ou je ne sais pas moi. Donc, vous comprenez que nos auditeurs s'attendraient à voir ce concept, comme on dit, dégagé des oripeaux de la politique et de l'idéologie pour ne trouver qu'un concept purement technique, technologique, mécanique, industriel ou empirique. Parce que quand on parle de santé, c'est bon, c'est un concept de santé, il y a les hôpitaux. Si au moins vous dites les hôpitaux, quand on parle d'éducation, si au moins vous dites les bâtiments, les écoles, etc. Mais là, c'est encore une fois une question de clarification du concept. Là où les auditeurs s'attendent à ne pas tomber dans l'espèce de paradigme politique de éducation, santé. Comment vous voyez cette difficulté à
distinguer entre les niveaux purement politiques, programmatiques, les niveaux d'un programme politique qui insiste sur la santé, l'éducation, ainsi de suite. Vous connaissez bien les projets des sociétés, des partis politiques et des acteurs politiques. Comment pouvez-vous nous débarrasser de ces risques de confusion entre les deux dimensions, à la fois la dimension purement politique, politicienne, où on va en campagne, on dit, moi, ma priorité, c'est la santé, ma priorité, c'est l'éducation, ma priorité, c'est ceci. Et le débat technique pour lequel vous avez convié les auditeurs pour les éclairer sur ce concept qui, à mon sens, c'est un concept très fort, très fécond, très bien. Nous aimerions que vous nous éclairiez davantage en vous gardant d'emprunter le chemin ou le langage du politique, pour ainsi dire. Je crois que la question est très bien posée et elle s'assied exactement dans le fondamental de la complexité des infrastructures critiques. Ouais. Je vais faire la part des choses ici. Je ne vais pas parler en langage politique, je ne suis pas un et je suis plus technique. La vérité, c'est que pour parler à nos auditeurs, moi, je suis un mécanicien et j'ai travaillé dans les infrastructures nucléaires. Si je viens étaler ma connaissance des infrastructures nucléaires ici, je vais faire des auditeurs. Mais cependant, ce qui est certain ici, c'est ceci. La différence entre les infrastructures critiques que nous sommes en train de parler ici, les infrastructures ne comprennent pas seulement les bâtiments, comme on appelle des assets. Les infrastructures en dehors des bâtiments que nous voyons, en dehors de la productivité que nous voyons, les infrastructures critiques, malheureusement, incorporent les systèmes efficaces qui nous amènent à la production. Je vais donner un cas très spécifique. J'ai produit les produits pharmaceutiques radioactifs qu'on utilise dans le cancer. Les politiciens, ils vont parler en matière de faire l'argent, en matière de la technologie. Moi, je ne parlerai pas de faire l'argent ou de la matière. Moi, je vais parler de la technologie. Quels sont les éléments, quel est le système, quel est le mécanisme que je vais mettre en place pour que, dans les conditions de sécurité adéquates, que je parvienne à produire mes produits radioactifs. Ici, malheureusement, si je dois seulement m'atteler à la production d'un élément conçu et dimensionné, je vais m'écarter de la philosophie des infrastructures critiques. Malheureusement, les infrastructures critiques vont au-delà. Ce qui est différent avec les politiciens, c'est que les politiciens, quand ils viendront vous dire, nous allons vous créer des écoles, ils ne vont pas vous dire comment est-ce qu'ils vont créer des écoles. Ici, l'objectif, c'est de ne pas aller dire à la population que les infrastructures critiques vont vous créer des écoles. Non. Les infrastructures critiques vont vous amener un système qui vous permette à construire dans des conditions sécuritaires des normes standards acceptables, les bâtiments et à servir le système de l'éducation, par exemple. Je ne sais pas si Patrick peut compléter. Oh, c'est bon. OK. Merci beaucoup. J'ai une parole. OK. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Achille. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais juste, avant que Patrick puisse enchaîner, j'aimerais ajouter un élément. Je pense que c'est très essentiel. Et si on ne le tient pas en compte, c'est un peu comme si on courait vite à la besogne. Et les éléments que j'aimerais mentionner, parce qu'on parle, oui, d'une... OK. Dans la clarification conceptuelle même du terme ou du concept infrastructure, on a parlé des processus, on a un peu détaillé sur les déterminants, le criticisme même, ou la criticité oui. De tous ces éléments et tout. Et vous êtes tombé, Franck a mentionné que non, lui pense que c'est la santé qui est très essentielle. Et Patrick, lui, par contre, il mentionne que c'est l'éducation. Moi, je pense pour essayer de trancher dans tout ça, dans le cas du Congo, je pense qu'il faudra qu'on puisse plutôt aller à développer des outils de mesure. Oui. Et aussi, cela va nous permettre
d'amener ou de ressortir les différentes variables. Et ces variables-là, juste en les mentionnant, on soulève aussi beaucoup de problèmes dans le cas du Congo. La population, elle n'est pas recensée. Donc, il ne faut même pas courir plus loin à développer ou à mentionner que non, je pense que l'éducation est plus importante que la santé. Il nous faudra d'abord arriver à recenser notre population. Oui, parce que dans tout ce qu'on fait en discutant de l'infrastructure, le tout tombe sur la population. Parce que sans la population, je ne pense pas qu'on peut parler de développement et on ne peut même pas parler de ces infrastructures. Le besoin remonte de là, la population. Or, au Congo, on n'a pas recensé, on n'a jamais recensé notre population. Et je pense que pour cela, il faudra d'abord arriver à recenser notre population et par la suite développer les différents outils de mesure, faire ressortir les variables et avec ces variables, nous saurons par après définir les besoins et déterminer dans quel domaine est-ce qu'on peut placer comme critique, plus critique et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que j'avais à ajouter comme contribution dans cette discussion. Merci. Je voulais ajouter quelque chose, Achille. C'est bien ce que tu es en train de dire. Quand bien même, il ne faut pas que nous devenions comme politiciens ici. Techniquement parlant, quand on parle des infrastructures critiques, quand bien même la population n'est pas encore inventoriée, elle doit vivre, elle doit continuer à vivre, et ça n'empêche pas de mettre des systèmes qui permettent un développement. Il y a par conséquent, si nous avons des infrastructures critiques bien définies, nous avons des facteurs de sécurité, des mailles sécuritaires. Donc, par rapport à un certain échantillon, nous pouvons, quand vous concevez quelque chose, vous concevez pour 50 ans, 60 ans. Il est tout à fait naturel que dans 50, 60, 100 ans, la démographie va changer. Donc, on ne peut pas se limiter de développer une certaine infrastructure qui permettra à asservir la sécurité et le bien-être d'une population parce que la population n'est pas encore inventoriée. Là, on devient politique, on amène tout simplement un langage tout à fait politique. Ici, nous pouvons, en fonction de cet échantillon qui est là, cet imbroglio qui est là, si notre infrastructure critique est bien définie, nous allons avoir des marges sécuritaires et ces marges sécuritaires vont nous permettre de prédire un certain échantillon entre 50 ans et 100 ans, par exemple. J'aimerais un peu intervenir là-dessus. Oui, Walter. Je comprends bien toute la discussion et je comprends bien, particulièrement, j'adhère bien à ce que Achille vient de dire. D'abord, je vais mentionner une chose. Je ne considère pas que c'est une discussion politique ici ou un débat politique qu'on est en train de faire. À des tels, on pense qu'on est en train aussi au même moment d'éduquer la masse et de passer les messages qui peuvent aider effectivement même le politique pour pouvoir bien structurer les actions qu'ils vont entreprendre. Dans ce sens, étant donné que nous sommes quand même des scientifiques, il va falloir donner, par exemple, des solutions bien structurées. Si, par exemple, j'ai dit qu'en RDC, aujourd'hui, on ne sait pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure critique. On ne sait pas le comprendre. Donc, dans notre discussion, on va essayer de dégager les moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, qui permet à ces gens-là de comprendre d'abord c'est quoi l'infrastructure. À mon avis, on n'en a pas créé beaucoup au Congo et je comprends aussi le fait de pouvoir considérer un système qui est à la base de ces infrastructures-là. Mais là, on va beaucoup plus loin. Et ça, le commun des mortels, y compris moi, je n'avais pas compris qu'effectivement, quand je vais partir de base à parler de l'éducation, je sais que c'est essentiel pour la population, c'est ça même le fruit du développement qu'on peut acquérir, et que je pouvais classer ça dans l'infrastructure critique. Parce que quand vous parlez de l'infrastructure critique, il faut comprendre que oui, il y a d'un côté le système ou l'infrastructure en question, l'autre côté, il faut définir sa criticité.
Dans ce sens qu'il faut trouver maintenant des paramètres pour sécuriser cette infrastructure-là. Alors, ces deux choses-là, de la sorte que vous êtes en train de l'amener, personne ne peut vous suivre. Dans ce sens que on sait très longtemps que l'éducation est importante. On a eu l'éducation assez efficace dans le temps et maintenant, l'éducation est complètement par terre au Congo. Avant même de parler de sécuriser cette éducation-là, il va falloir d'abord qu'on remette l'éducation en marche, tout comme les autres infrastructures. Parlons du barrage d'Inga, c'est un gros système. Si je vais créer des industries, il va falloir que le barrage d'Inga commence par fonctionner. Et là, je peux développer les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce barrage-là. Et donc, il devient critique au moment où il peut desservir une masse, une quantité énorme d'entreprises qui fonctionnent avec l'électricité qui provient du barrage Inga. Donc, c'est de cette façon-là. Est-ce que je peux regarder aussi de façon microscopique la définition de l'infrastructure? Je regarde actuellement, dernièrement, il y a eu des ponts qui sont tombés, qui ont coupé les deux populations, par exemple, de pouvoir acheter des biens qui venaient de notre pays ou qui venaient d'une autre région pour pouvoir entrer dans l'autre. Il y a eu un pont à Chikapa qui s'était cassé, qui est tombé. Il y a eu un pont dans l'Est, un petit pont qui est tombé et que les gens ne pouvaient plus s'alimenter en nourriture. Donc, ça, ce sont des façons microscopiques. Un événement sur une infrastructure qui est pour ce coin-là, quand même critique. Moi, je pense qu'il va falloir commencer effectivement à d'abord définir, même pas définir, élaborer, donc faire une liste de tout ce qu'on appelle infrastructure pour un pays comme le Congo, voir si cette infrastructure-là peut être développée pour qu'il desserve effectivement le pays. Et en ce moment-là, on pourrait commencer à parler de classification ou de la sécurité de cette infrastructure-là. Oui, je comprends quand même qu'il y a beaucoup de difficultés dans ces débats à définir réellement qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais moi, je voudrais dire tout simplement que lorsqu'on regarde la situation réelle de notre pays, le Congo, un pays qui est complètement par terre, qui est sans infrastructure. Dans un premier temps, je voudrais parler donc d'une infrastructure rationnelle. On peut dire que tout est critique pour notre pays. Je crois que tout à l'heure, il y a Walter qui a donné l'exemple de micro-chantiers, de micro-infrastructures. Mais au fait, on dit toujours qu'en mathématiques, un petit plus un petit, si tu en comptes des millions, ça fait une grosse masse critique. Donc, tout est critique dans notre pays. Alors, moi, mon problème, c'est que on ne va pas définir aujourd'hui qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que tout l'est. L'éducation, la santé, l'infrastructure routière. Le grand problème que nous avons dans notre pays, justement, c'est la rationalité et l'éducation. Dans le sens que lorsqu'on a une infrastructure, même si elle est déjà là, il faut savoir la maintenir, donc la maintenance. Parce que vous avez beau construire des immeubles, des ponts, on voit aujourd'hui les sautes des moutons, mais si vous n'éduquez pas la population pour qu'elle puisse respecter ces structures, eh bien, ça va tomber en désuétude très, très facilement. Et il y a aussi la dimension financière dans l'entretien ou la maintenance des structures. Ça, c'est un gros problème sur lequel, au Congo, nous devons justement mettre beaucoup d'importance. Aujourd'hui, on vient de recevoir 300 de bus, d'autobus, mais vous savez très bien qu'un bus, c'est sa vie, c'est toute une vie. Et pour vivre, il faut la nourrir, il faut nourrir les autobus. Il faut les entretenir. C'est comme un enfant, c'est comme nous tous. Si on ne s'entretient pas, au bout d'un certain temps, on tombe. Alors, dans un premier temps, moi, je pense qu'avant de parler de grosses infrastructures à long terme, voyons d'abord ce qu'on a sur place à moyen terme. Si on arrive justement à les supporter,
à mettre suffisamment donc d'argent pour la maintenance et puis à les surveiller aussi. Hein, parce que l'infrastructure doit être surveillée, hein, comme un enfant, comme un bébé. Et je pense que c'est ça les priorités sur lesquelles les gens qui vont concevoir ces plans d'infrastructures critiques, ils doivent d'abord se baser sur le présent avant de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est une étude à moyen et long terme. Mais dans le court terme, il faut concevoir quelque chose pour l'entretien, la maintenance. Voilà donc mon point de vue sur ces dialogues d'infrastructures critiques. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Patrick, pourriez-vous pour un moment, pour un temps, enlever la diapositive, les slides, et puis on y reviendra plus tard. Comme ça, on voit les gens qui lèvent la main. Patrick peut toujours regarder, chacun peut cliquer sur participant. Vous allez voir à côté, il y a les noms avec les mains levées. Comme ça, vous pouvez suivre. Ouais, d'accord. Je pense que Jean-Emmanuel… Oui, je vois. Monsieur, Monsieur Boukassa. Ouais. C'est vous qui avez la parole maintenant. Après, Monsieur Jean Moutabe vient de parler. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Allez-y. On vous voit. Ok, bien, merci. Bon, je voulais encore revenir là-dessus. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous avons ce problème. Je crois qu'avant que Jean-Emmanuel ait pris la parole, je crois que ma main était levée depuis très longtemps avant. Donc, faites un effort pour surveiller ce tableau-là parce que c'est ça qui permet vraiment le débat. C'est bien reçu, très bon. Je m'engage pour le surveiller maintenant. Merci beaucoup. On surveille ensemble, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Merci pour la parole et puis merci infiniment pour vous qui nous donnez cette information sur les infrastructures critiques. J'aimerais bien donner mon point de vue en termes de faisabilité. Pour le cas de notre République démocratique du Congo, il faut commencer par évaluer c'est quoi les priorités et connaître notre population. Hier, je pense à Achille qui vient de parler de la population tantôt. Et j'aimerais aborder aussi un petit peu dans ce sens. Comment résolvez-vous le problème d'un groupe que vous ne connaissez pas? C'est très difficile. Il n'y a pas un commerçant qui ne connaît pas sa clientèle et qui pense vraiment qu'il va faire beaucoup d'argent. Et la clientèle ici, comme dans la plupart de nos gouvernements dans les pays occidentaux, la population, c'est ça sa clientèle. C'est pour cela que l'État du Canada, par exemple, a adopté ce terme de client dans la plupart des cas. Donc, ce volet de la connaissance de la population congolaise, elle est très importante pour pouvoir vraiment cerner les besoins. Maintenant, cette population, quel est son besoin actuellement? Et si vous la connaissez, la population congolaise, c'est l'une des populations des gens très, très débrouillards. Les Congolais sont très débrouillards, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il suffit de lui donner la possibilité pour que lui-même se mette au travail. Alors, si nous prenons par exemple l'éducation, nous disons, oui, l'éducation, c'est ça l'infrastructure qu'on va mettre en première position. Mais regardez le court terme, le long terme, le moyen terme et le long terme. L'éducation, quand vous commencez aujourd'hui, nous venons de commencer avec l'éducation, le programme du président. Quand est-ce que ça va donner des résultats? Pendant qu'aujourd'hui, les gens veulent manger, les gens veulent résoudre des problèmes. Donc, la sécurité, par exemple, pourrait être la priorité numéro 1 dans la mesure où aujourd'hui, les gens veulent aller au champ, ils trouvent les criminels sur la route. Au Kivu, par exemple, la priorité, ce n'est pas la même chose qu'au Katanga, qu'au Kasaï. Donc, nous devons penser en termes de c'est quoi la priorité de la population pour le moment, pour commencer maintenant à identifier nos priorités. Ça ne va pas dépendre de nos mandats, de législature, je ne pense pas. Donc, retenez ça, que ce soit parmi les critères, la priorité actuelle de la population, et à ce moment-là, on s'est dit ça peut être infrastructure numéro 1 ou pas. À ce moment-là, j'aimerais dire, le vrai problème se retrouve plutôt dans la mise en œuvre. Alors, donner tout simplement à la population congolaise maintenant la possibilité d'aller au champ, ils vont le faire. Les villageois là, avant que le gouvernement intervienne, ils sont capables de couper les arbres et fabriquer un petit pont pour régler le problème de leur pont. Là. Alors, c'était un peu mon point de vue dans ce sens pour se dire, il nous faut commencer par déterminer les critères pour élaborer les priorités de ces infrastructures. Je vous laisse la parole. Merci. Le prochain tour, c'est, je ne vois plus la main, de main levée, je ne vois plus de main levée. Est-ce que Patrick ou Franck, avez-vous quelque chose à ajouter aux éléments que viennent d'ajouter nos deux amis? Je voulais que Patrick parle après moi.
OK. Je remercie beaucoup les intervenants. La vérité, c'est que vous tous qui avez parlé là, vous avez pleinement raison. Dans un pays comme même pas un pays comme les nôtres, il faut ici reconnaître que les infrastructures critiques, si à la rigueur, il n'y a aucune infrastructure qui passe en priorité par rapport à une autre. Un pays constitué, c'est un tout, c'est un ensemble de tous ces composants qui font un pays. Donc, si nous devons réellement, ici, c'est juste un point de vue. Moi, j'estime ceci, moi, j'estime cela. Et si nous devons prendre un tout pour constituer un pays, il n'y a pas une seule infrastructure. Même quand on parle de l'éducation ici. Dans l'éducation, il y a combien d'infrastructures, des sous-infrastructures? Il y a les bâtiments qui constituent des infrastructures. Il y a l'enseignant, les corps enseignants qui constituent l'infrastructure. Il y a les corps des élèves qui constituent l'infrastructure. Il y a les meubles et autres qui constituent ces infrastructures-là. Aucune infrastructure, si l'enseignant n'est pas payé, il ne peut pas donner cours. Si l'enfant n'a pas mangé, il ne peut pas étudier. Pour que l'enfant et l'enseignant soient payés, il faudra que j'ai l'électricité pour fournir les billes. Il n'y a pas une seule infrastructure qui passe avant une autre. La difficulté ici, c'est que notre pays est périphrère. Nous devons pratiquement tout recommencer à zéro. J'ai dit ici, dans tout projet, le seul moyen de mener à bon un projet, c'est de savoir communiquer. L'idéal, c'est ce que vous avez tous dit là. Nous devons commencer par identifier les partenaires. Avec tous les partenaires, c'est mettre autour d'une table. Ce n'est pas un problème de Patrick, ce n'est pas un problème du président Tshisekedi, ce n'est pas un problème de Patrick, c'est un problème de tous les acteurs principaux dans la définition et l'agencement de nos infrastructures. Nous devons définir autour d'une table les priorités par rapport aux acteurs qui sont bien entendu la population. Dès lors que nous avons identifié les partenaires, nous devons créer une plateforme de communication. Ça fait partie des cheminots ou des fondations des infrastructures critiques qui existent. Identifier les partenaires, avoir une plateforme de communication pour partager l'information, pour partager le renseignement et surtout la protection de nos ressources, parmi lesquelles la population congolaise est la ressource la plus principale. Patrick. Merci beaucoup pour toutes les interventions. Et je suis vraiment l'homme le plus heureux parce que je sens que les débats tant attendus est en train de prendre lieu. Pour résoudre le problème d'infrastructure d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'un expert qui s'enferme dans sa chambre, qui fait un plan et le lance, mais c'est une affaire nationale. D'identifier les acteurs. Et ces acteurs qui sont les bénéficiaires, on doit arriver à exprimer, donc ils doivent arriver à exprimer leurs besoins. Et il y a une méthodologie pour ça. Lorsque on se réveille un matin, on dit, bon, je vais construire une route de grande envergure qui va de tel point à tel point. Ma question est de savoir, est-ce que la question fondamentale de c'est quoi le problème qu'on est en train de résoudre s'est-elle posée? Si cette question ne s'est pas posée, et si on ne peut pas démontrer que la construction de la route ici répond à la question qui avait été posée, eh bien, on peut construire une très jolie route, mais la population va rejeter cette infrastructure. Donc, dans toutes vos interventions, vous avez pleinement raison. Et ma question à vous tous aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi, durant 60 ans, n'a-t-on pas ce débat et pourquoi les résultats de ces débats ne sont pas écrits, évalués et mis en pratique. Merci pour la question. Nous vous la retournons également parce que vous faites partie du panel, mais sans vouloir
scruter dans le méandre et deviner ce qui avait été dit à la conférence nationale souveraine, et sans aussi minimiser le travail effectué par les partenaires qui sont sur le terrain à travers les ministères concernés, notamment peut-être les infrastructures, les ministères du plan, le ministère de l'économie, le Parlement, sans minimiser le travail que toutes ces personnes font. Je pense que, pour répondre à Patrick, sans donner une réponse définitive, j'estime que quelque chose s'est déjà dit. C'est peut-être le suivi qui n'a pas été au rendez-vous, que peut-être la conférence nationale avait déjà abordé cette question avec les paradigmes et les outils de son temps, et que les partenaires respectifs sur le terrain, à travers les ministères concernés, qui travaillent en synergie, je pense qu'ils abordent aussi ces questions, mais peut-être pas à la hauteur de la façon dont ces questions sont abordées dans les pays développés comme le Canada et les États-Unis. Là, je suis d'accord avec vous, mais nous devons peut-être initier quelque chose comme ce qu'on est en train de faire maintenant à travers les forums, un débat, des discussions. Et de là, nous pourrons mobiliser, comme vous le demandez, les partenaires, créer une plateforme et puis installer un système de communication. Mais là, j'ai une question. Une question parce que maintenant, nous devons descendre, avoir les pieds sur terre. Nous avons parlé de l'éducation et de la santé. Nous semblons déplorer le fait que le système de santé et le système d'éducation ne semblent pas répondre au profil qui dicte la nécessité de criticité de ces deux infrastructures, à la fois sanitaire et éducative. Maintenant, question à tout le monde, principalement à ceux qui ont apporté le thème, qui ont demandé d'aborder ce sujet aujourd'hui. Quel serait pour vous le modèle ou le plan d'infrastructure ou la préfiguration organique? Quand je dis modèle, j'utilise l'expression dans le sens, mettons, sociologique, ou dans le sens anglophone du patron, le modèle. Quand les gens font les habits de couturiers, ils ont des modèles. Ils prennent ces modèles comme des calques, ils vont les calquer. Voilà le mot qui peut être utilisé. Quels sont les calques que vous apporterez qui pourraient être utilisés comme modèle, comme plan, comme code pour utiliser le langage des informaticiens que je ne suis pas? Quel est le code, quel est le programme, entre guillemets, quel est le modèle que vous proposeriez pour l'éducation et la santé dans notre pays? Quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qu'on peut regarder, dont on peut prendre comme une sorte de copie à réaliser, à implémenter, comme on peut le dire, en ce qui concerne la santé et l'éducation, afin d'en faire des infrastructures, comme vous le dites, critiques. La question est ouverte à tout le monde, principalement. Elle est posée à Patrick et à Franck, qui nous ont apporté ce sujet très intéressant. Avez-vous un modèle? Une copie que nous pouvons utiliser au Congo en changeant ce qu'on peut changer, mais on a une copie, on regarde la copie et on installe. Donc, des pièces détachées, pour ainsi dire, les mécaniciens sont là, des pièces détachées qu'on va monter au Congo sur place, en ce qui concerne la santé et l'éducation. Mais dit que si aujourd'hui nous devons parler de l'éducation et de la santé, n'étant pas expert de l'éducation ni expert de la santé, nous n'avons pas, à travers le modèle proposé ici, défini que c'est la santé et l'éducation qui sont les priorités numéro 1.
Notre approche ici, c'est une approche méthodologique. Et je ne serais pas tenté de tomber dans la même erreur où, dans mon coin, dans ma chambre, je définis et je dis c'est ça. Mais par contre, l'approche ici, c'est de susciter l'intérêt des différents acteurs, d'appliquer une méthodologie rigoureuse, stricte, qui permettrait à ces différents acteurs d'arriver à une classification. Pourquoi la classification? La classification, bien que toutes les infrastructures soient importantes dans le pays, la classification est un élément important pour tenir compte des ressources qui sont limitées. Sinon, on ne ferait jamais rien si on veut s'engager sur tous les fronts à la fois. Une des approches serait, par exemple, de se dire de ces différentes infrastructures critiques, lesquelles sont budgétivores, trop budgétivores, c'est juste un critère que j'essaie de donner, lesquelles peuvent pousser les bénéficiaires à une autonomisation et lesquelles peuvent générer des résultats qui peuvent être utilisés dans d'autres infrastructures. Cette analyse globale ferait que nous arriverons non seulement à une classification, mais une interdépendance entre les différents secteurs qui bénéficierait au final à la population. Donc, c'est un peu ça, ma façon de répondre à cette question. Je ne sais pas si Franck a quelque chose. Ma question n'est pas vraiment de revenir sur la définition, la classification. La question, c'est de se demander si, parce qu'on a constaté que l'éducation est en train de s'écrouler, bien avant du temps de Mobutu, etc., et que la santé également. Mais ma question était de savoir, est-ce que vous avez un croquis, un modèle à proposer pour que les infrastructures ne soient pas branlantes, comme on dit, comme on les constate, qu'elles soient solides une fois établies, une fois constituées? Est-ce que vous avez un modèle à proposer, un croquis à mener? Je comprends que c'est un débat. C'est ça la question que j'ai posée. Un panéliste peut répondre aussi à porter. Bon, Franck, vous avez la parole. Merci. Si je peux répondre grosso modo, Jean-Claude, ici, il faut savoir qu'il y a des partenaires appropriés dans le secteur de l'éducation devraient normalement apporter un modèle approprié. L'idéal ici, c'est de sortir un modèle qui est authentique aux réalités congolaises. Tout modèle est bon. Je vais répondre conformément à mon domaine. Quand je fais une conception, par exemple, d'un composant mécanique, la vérité, c'est que naturellement, je dois utiliser une certaine agglomération de codes et standards qui me permet d'aboutir à ma conception. Je vais mettre tous les codes et standards sur ma table. Par rapport à mon besoin idéal, je vais choisir ou sélectionner un code et standard les plus appropriés ou les normes les plus appropriées. Si je dois parler des modèles, je ne peux que parler des modèles des pays dans lesquels j'ai évolué. J'ai évolué en Afrique du Sud, j'ai évolué au Canada, j'ai un peu visité Singapour aussi. Je ne peux m'atténuer que sur ces modèles que je connais. Et si nous les enrichissons la sphère des partenaires, d'autres partenaires auront des modèles. L'idéal ici, c'est de scruter ce modèle pour générer un modèle totalement calqué aux réalités du Congo. Et ce modèle, comme Patrick l'a dit, est dynamique. Il est fonction de réalité d'un pays par rapport à un autre. J'ai amené mes enfants à l'école. J'ai analysé le système de mathématiques. Comment est-ce qu'on donne, par exemple, un cours de mathématiques au Canada, ici au Canada. Par rapport d'où je viens, je n'apprécie pas certaines façons de faire. Donc, ici, c'est pour vous montrer que
Le modèle, il ne doit pas être statique, il doit être dynamique mais flexible. Ça doit être un résultat d'un concours des partenaires et plus précisément les partenaires les plus appropriés. Voilà pourquoi j'ai aimé Patrick quand il a commencé, il a dit, il n'est pas un expert qui est assis dans sa maison de vouloir générer les choses. Non, il amène seulement des choses. Nous amenons des choses à la table avec différents partenaires, nous allons avoir des résultats escomptés. Très bien, je suis... Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est qui est encore là? Oui, vous pouvez... Non, moi, c'est moi qui ai appuyé. Ah oui, il y a quelqu'un. Monsieur, oui, Monsieur Boukassa. Je disais que j'ai un peu de difficultés à comprendre tout le concept, dans la mesure où j'aurais bien voulu qu'on se dise, voilà notre problème, voilà comment est-ce que nous allons y arriver. Je ne comprends pas exactement. L'infrastructure, comme vous pouvez le constater, vous qui êtes encore qui avez des connaissances dans ce domaine, vous savez très bien que c'est très complexe. Dans la situation du Congo, évidemment, j'ai vu Christian tantôt demander est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a... Je pense que c'est le même problème que je rencontre aussi. C'est quoi exactement qui est le problème du Congo? C'est quoi qu'il faut faire? Est-ce qu'il nous faut réunir des partenaires? Avant de réunir des partenaires, celui qui va le faire va d'abord commencer par identifier un problème. Il a dit, voilà, j'ai tel problème. J'ai besoin de partenaires ou de parties prenantes pour donner des idées dans la résolution de ce problème. Donc, pour moi, est-ce que nous pouvons identifier vraiment c'est quoi le problème en termes d'infrastructure du Congo? Est-ce que c'est un manque des gens qui réfléchissent là-dessus que nous voulons constituer? J'ai proposé, je ne sais pas si vous pouvez voir le slide. Oui, très bien, on te suit bien, oui. OK. Alors, il y a 7 orientations stratégiques que j'essaie de proposer de manière à ce que nous puissions cheminer dans la même direction. Je comprends, ce sujet, c'est un sujet complexe, pas seulement pour nous Congolais, il est complexe dans tous les pays. Ils affirment ça, que ce soit aux États-Unis, au Canada, c'est un sujet complexe. Mais ça vaut la peine que nous puissions en parler, parce que si nous n'en parlons pas maintenant, ce qui va arriver, c'est que nous aurons des îlots, des infrastructures qui sont faites, mais qui pourront ne pas nécessairement répondre aux besoins ou bien aux problèmes des Congolais. Et j'aime cette approche de dire résoudre les problèmes des Congolais. Il faudra que ces problèmes soient identifiés. Alors, c'est quoi les axes, les orientations stratégiques que j'ai proposées ici? C'est d'abord, je me dis, la démarche, ce serait créer une entité qui devra faire l'état des lieux des infrastructures. Savoir c'est quoi qu'on a comme infrastructure. En bon état ou en mauvais état, les identifier. Ensuite, identifier la composition du portefeuille de l'État en matière d'infrastructures critiques. Et troisièmement, permettre à chaque agence responsable des secteurs d'avoir une représentativité effective dans le Conseil national des infrastructures critiques. Ça peut être une infrastructure, une institution qui existe, mais à laquelle on donne cette mission, ou ça peut être une nouvelle. Tout dépend de l'approche. Ensuite, élaborer une stratégie nationale des infrastructures critiques. Créer un cadre juridique pour régir le fonctionnement des secteurs critiques. Avoir un partenariat public-privé dans le domaine des infrastructures en vue de le rendre attractif aux investisseurs et créer un engagement de la population en matière d'infrastructures critiques. Les points tels qu'ils sont cités ici, ce n'est pas un ordre absolu, c'est un ordre qui peut être permuté de manière à ce que, sur le plan stratégique, on puisse atteindre les résultats. Et si je peux résumer ça en 3 points, c'est d'abord évaluer où est-ce qu'on est. Deuxièmement, c'est dire où est-ce qu'on veut aller. Et troisièmement, définir les moyens dont on a besoin pour arriver là où on veut. Et enfin, avoir des mécanismes pour nous dire est-ce que nous sommes en train d'aller là où nous avions défini
comme point de chute. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à la question de notre ami Bokassa. Est-ce que, Monsieur Bokassa, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Avez-vous besoin que l'on complète la réponse? Vous avez la parole pour réagir. Non, mais je suis très content. Là, ça donne au moins l'orientation. Donc, je comprends ici, nous avons des orientations stratégiques. Ce que je peux juste apporter comme conseil, c'est que maintenant, il faut vraiment commencer par faire un état des lieux sur place pour savoir s'il y a déjà une organisation qui fait ça, quel est le débat qu'ils ont déjà porté et comment est-ce que nous pouvons nous insérer dans ça ou comment est-ce qu'une autre organisation, c'est comme dans la matière de programme. Quand un gouvernement veut lancer un programme, il veut d'abord étudier est-ce qu'en dehors du gouvernement, il y a d'autres organisations qui font déjà ce leur apporter des idées. C'est un petit peu ça que je voulais avoir. Merci pour la clarification. Merci beaucoup. Je vois Jean-Claude qui a une main levée là-bas. Oui, Jean-Claude, vous pouvez parler, s'il vous plaît? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement. On vous entend. OK, merci. Je voudrais en quelques mots d'abord dire merci aux invités pour le thème apporté. C'est jamais simple de convenir d'un thème et puis de l'amener de son propre domaine vers le domaine des autres. Je profite de l'occasion pour aussi remercier tous nos amis et organisateurs et membres qui sont pris avec d'autres rendez-vous en ce moment, mais qui suivent à la radio ce qui est en train d'être échangé. Juste avant cette exposition des orientations, Patrick et Franck nous ont amené sur des mots qui ont fait réagir. Et je suis content que les gens aient réagi parce qu'on n'entre pas dans ce champ-là à partir du même point de départ. On a des préoccupations, on a des occupations dans nos domaines et je comprends ceux qui ont insisté sur l'éducation, ceux qui ont insisté sur autre chose. Pour ma part, je me rappelle un débat qui date de plusieurs années, je peux dire, dans les années 90, j'ai entendu discuter deux personnes sur c'était juste après la guerre du Golfe, je crois la deuxième, si je ne me trompe pas, ou la première guerre du Golfe, non, ou la deuxième. Et nos amis européens, sur toute leur chaîne, ils parlaient de la surveillance de leurs infrastructures critiques. Et à cette époque-là, ils parlaient beaucoup plus de partout où il y avait des stocks de pétrole, stocks d'essence, à la fois parce qu'il y avait rareté dans la chaîne de fourniture, mais aussi parce qu'ils craignaient les attentats. Bon. Mais à l'époque, quelqu'un a aussi abordé quelque chose concernant l'Afrique. Et un ami a posé la question de pourquoi vous autres occidentaux, vous ne voulez pas élaborer un plan Marshall et aller aider l'Afrique avec ça. Les experts occidentaux qui étaient autour de la table ont dit non, un plan Marshall ne peut pas fonctionner chez vous parce qu'il n'y a pas de structure et il n'y a pas d'infrastructure adaptée. Alors, bon, donc je crois que théoriquement, il y a eu beaucoup de discussions, donc ce n'est pas le moment pour revenir sur toutes les discussions qui avaient lieu, mais pour montrer que ces entrées-là sur l'existence des structures et infrastructures peuvent être comme ramenées sur la table avec tous les points que vous êtes en train d'évoquer. Maintenant, je reviens à l'heure actuelle. Il y a eu tous les débats l'année dernière et l'année d'avant sur les sauts de moutons au Congo. Et il y a eu une observation que des collègues, des amis ici avaient déjà soulevé,
c'était quand même particulier que toute la population congolaise, aidée par les médias que certains appellent médias mensonges, il ramenait toute la discussion sur les sauts de moutons au fait que le président devait aller surveiller ou non. Alors, je pars de là parce qu'on est en train de parler de structure et infrastructure pour dire quel était le problème, quel était notre problème en tant que société. C'est que c'est facile de dire c'est dans la cour de l'autre, c'est le rôle de l'autre, c'est le problème de l'autre. Et on se posait la question, pourquoi tous ces ingénieurs, toutes ces firmes qui travaillaient sur les sauts de moutons ne tenaient pas régulièrement, hebdomadairement ou mensuellement un point de presse pour expliquer à la population où ils en étaient dans leurs travaux, ce qui était à faire, le point suivant, juste pour amener tout le monde dans la dynamique de construction. Et pourquoi tous ces gens-là, avec tout leur savoir, passaient leur temps à ne pointer que le président est venu surveiller ou il n'est pas venu surveiller. Voilà un de nos problèmes. Et ce problème, en même temps que quand nous avons à revendiquer, nous disons c'est la pyramide renversée, nous devons, et quand il s'agit d'agir, c'est l'autre qui n'a pas fait. Et ce problème-là est un problème d'éducation. Et il faut sortir de la discussion de l'éducation qui se renferme au rôle de l'école et revenir à ce que nous faisons depuis chez nous et comment nous assumons nos responsabilités. J'aimerais bien, pour terminer là-dessus, relancer encore Patrick et Franck sur le fait que cette idée de pyramide renversée, qui est la préoccupation normalement commune pour le développement, pour le bien-être de tout le monde, comment ils réagissent à cela et comment ils le rattachent à leurs orientations. Je vous remercie. Je voudrais prendre la parole par rapport à ça. J'apprécie beaucoup l'intervention de notre ami Jean-Claude. C'est une intervention très fondée. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous nous sommes dit, nous n'aimerions pas rester là à pointer du doigt, mais nous voudrions faire quelque chose, apporter notre contribution. Revenons aux sautes-moutons et aux différentes constructions. Lorsque on regarde les différents pays, la construction, c'est un domaine technique, ce n'est pas un domaine politique. Mais les orientations sont stratégiquement définies par la politique. Lorsque on veut construire un pays, pour se rassurer que le pays va être construit de la manière que l'on veut et que les choses vont se faire correctement, il y a un outil assez important qui s'appelle les normes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes ici au Canada, vous vous rendrez compte que dans un quartier entier, vous avez les maisons de même type. Lorsque vous arborez les différentes avenues, les highways et ainsi de suite, ils ont une structure prédéfinie. Les normes servent à quoi? Les normes servent à ce que si aujourd'hui nous appelons les Chinois pour venir construire nos routes ou un immeuble ou quoi, ou implémenter, ils devront le faire en respectant nos normes. Et à la fin des travaux, c'est sur base de nos normes que ces travaux seront évalués. Lorsque on n'a pas de normes, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les Chinois viendront, ils vont construire selon leurs normes à eux, et le lendemain, lorsqu'on va faire venir les Égyptiens, ils vont construire selon les leurs.
Construire les seaux de mouton. J'ai juste vu, j'avais prêté une image, je ne sais pas si je peux la retrouver. Voilà. Je prends cet exemple, j'avais pris cette photo encore une fois pour revenir au problème de besoin. En construisant les seaux de mouton, c'était quoi les besoins qu'on essayait de résoudre? En débattant un peu avec les amis qui étaient dans le projet et d'autres concitoyens, on dit non, 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 c'est pour fluidifier le trafic. OK. Mais après réalisation des seaux de mouton, est-ce que ce problème est résolu? Quels sont les autres problèmes qui sont créés? Je donne un exemple. Si un seul véhicule tombe en panne sur une de ces deux bandes, qu'est-ce qui arriverait au trafic? Donc ça, et en fouillant cette nuit, en lisant un peu, j'ai trouvé qu'il y avait un journal qui disait que dans la conception, c'était prévu 4 bandes, mais dans la réalisation, il y a eu plutôt 2 bandes. Je ne sais pas si ce que le journal a écrit est vrai, parce que je n'avais pas personnellement vu la maquette. Donc ça pose un problème, comme Jean-Claude l'a dit, pour lui répondre. Une infrastructure telle que celle-ci, c'est un projet technique qui doit avoir un gestionnaire de projet et les différents personnels. Et ces personnes ont chacune un rôle à jouer. On ne peut pas blâmer le président parce que le seau de mouton n'a pas été bien construit. Donc, c'est un peu ma façon d'apporter quelques éléments de réponse à la préoccupation de Jean-Claude en disant que il est vraiment temps que dans notre pays, nous puissions apprendre chacun à faire son boulot et le faire bien. J'ai une question. Restons sur ce point-ci, s'il vous plaît. Une question des auditeurs. Le projet de seau de mouton que vous êtes en train de présenter, dont vous présentez une photo ici, est-ce que... OK. Première question. Donc, tu fais l'examen quoi? Première question, est-ce que... On vous entend... Est-ce qu'il y a... Attention, s'il vous plaît, nous sommes en direct, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro pendant qu'on pose la question à Patrick. Est-ce que ce projet pouvait être considéré comme faisant partie d'une infrastructure critique? Première question. Deuxième question, est-ce que le projet n'a-t-il pas souffert du manque d'un plan des infrastructures comme on en trouve ici au Canada et à Infrastructure Canada? Comme le disait bien Jean-Claude, est-ce que les personnes qui étaient chargées de conduire ce projet, est-ce que ces personnes étaient-ils structurées? Y avait-il une plateforme, comme on venait de le dire avant, technique qui devrait piloter, entre guillemets, conduire ce projet? Deux questions donc. Est-ce que le projet fait partie d'une infrastructure critique à l'heure actuelle en République démocratique du Congo? Première question. Deuxième question, y avait-il une structure, un plan, une plateforme, un organe officiel, technique, chargé de ce projet, ou tout simplement, je ne sais pas comment ça s'est fait, d'après vous, Patrick, qui pensait à introduire cette technicité au Congo en termes de politique des infrastructures critiques? Deux questions donc, qui sont posées, vous avez la parole. Et puis, Franck, avant qu'ils nous prennent la parole, excuse, il y a 2 mains levées et avant ces mains-là, je voudrais préciser que je ne voudrais pas faire dérailler la conversation là-dessus pour tomber dans le politique parce qu'il y a des choses qui ne relèvent ni de sa responsabilité
ni de son expertise, parce qu'il y a toujours des chaînes de décision, il ne faut pas se prendre à la place d'un autre. Donc, restons dans ce qui est nos responsabilités et nos capacités. Sinon, on va tomber dans les débats de Top Congo et ses amis. Je pense que ce serait bon de prendre les autres mains avant de lui qui a la parole? Qui prend la parole? Walter et Jean. Walter ou bien Jean Mouteba? Oui, je vais prendre. Merci. Je voulais donc répondre à Patrick concernant les normes et les codes, bien sûr, sur les infrastructures. Je pense quand même que notre pays, le Congo, on a des normes parce qu'on a des structures, que ce soit gouvernementales ou des structures donc de privés, de particuliers, des organismes privés, notamment l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes. Bon, il y a beaucoup de structures quand même qui ont tracé ces normes-là. Mais le grand problème que nous avons, c'est le respect des normes et la capacité de les imposer justement aux contracteurs. Donc, l'homme revient toujours au centre de la réalisation des bonnes infrastructures. Les normes, on peut en avoir par milliers, mais si vous ne respectez pas, c'est ça les grands problèmes. Ça veut dire que même au niveau de la programmation des infrastructures critiques, on peut bien établir une bonne planification, mais encore faudrait-il qu'on ait deux moyens pour les imposer afin que ça puisse intégrer les programmes politiques. Parce qu'en fin de compte, la finalité de tout projet, c'est son utilisation, son intérêt dans la masse. Et qui a capacité justement de faire implémenter une infrastructure, c'est le gouvernement, c'est la politique. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement, de pair avec la société civile, puisse travailler ensemble pour garantir le respect justement de ces normes et de ces codes. Et si effectivement vous avez un projet dans ce sens, moi je dirais que vous ne devriez pas faire cavalier seul. Il faudrait justement que vous soyez en synergie avec l'autorité publique afin que tout ce que vous aurez produit, que vous les fassiez bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, en connaissance des causes, parce qu'il y a certains éléments qui vont vous permettre d'établir votre code ou les normes. Ces éléments-là, vous ne pouvez les avoir qu'auprès donc du gouvernement, notamment la répartition de la population qui est très importante. Tout à l'heure, on a dit qu'une infrastructure peut être critique pour une région, mais pas pour une autre. Donc, la connaissance de la population est importante et vous devez justement faire un effort pour travailler avec l'autorité publique. Voilà ma proposition. Merci. Je crois que Jean vient de dire ce que je voulais effectivement dire, mais je vais revenir à la question de Patrick tout au début, à savoir que depuis 1960 jusqu'à maintenant, pas penser. Je prends la parole pour dire qu'il reste quelques minutes. OK. Je ne vais pas être long. Qu'on n'a pas pensé à parler d'infrastructures critiques. Effectivement, il y a Charles qui avait dit qu'il y avait la conférence nationale qui est souveraine, qui avait traité de cette question-là. Et je sais très bien que après cette conférence-là, j'ai eu pas mal de collègues de pays africains et de partout, et même des Européens, qui avaient félicité vraiment les travaux, le résultat de cette conférence nationale-là. On avait dit qu'on n'avait jamais vu un travail professionnel et de qualité de cette nature-là. Alors, maintenant, si je reviens à ce que Jean vient de dire au sujet des normes, il faut savoir que pour tout projet qui va se faire ou qu'on veut entamer, particulièrement partout, pas nécessairement chez nous au Congo, il faut vraiment reconnaître le caractère multidimensionnel de chacun de ces projets-là. Vous venez de parler des normes. On vient de dire aussi que les normes, on ne les respecte pas chez nous.
Alors, pour pouvoir respecter ces normes-là, il faut voir aussi l'aspect législatif qui existe et même le renforcement de cet aspect-là juridique pour quand même avoir un bâton pour dire les normes ne sont pas respectées, il faut les respecter à un autre moment, à un moment donné. Je prends l'exemple des voitures pour parler des normes. Je vois maintenant les voitures, on amène des voitures qui ont des volants à gauche, d'autres des volants à droite, et ça passe, et puis on circule avec ça au Congo. On ne respecte pas les normes parce qu'au Canada, je ne peux pas faire venir une voiture qui a un volant à droite et on va m'obliger de pouvoir changer cette voiture-là et la ramener aux normes canadiennes pour pouvoir la conduire, avant de la conduire. Donc, c'est de ça qu'on parle. Il y a aussi cet aspect multidimensionnel qui doit être considéré lorsqu'on parle des différents projets, quel que soit le projet qu'on va faire au Congo. Voilà, merci. Alors, merci. Je vous rappelle que nous n'avons plus que 15 minutes qui nous restent pour terminer l'émission. La programmation me fait voir qu'il nous reste 15 minutes. Si nous pouvons rapidement poser les dernières questions et nous résumer en répondant aux questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une contribution à apporter? Je voulais donner une contribution par rapport à ce que Jean Mouteba vient de dire. Franck, oui. Les normes au Congo, il y en a. Les normes au Canada, il y en a. Il y a les normes aux États-Unis. Mais moi, les normes, c'est toute ma vie. Je vais donner un exemple. Quand nous travaillons dans un domaine nucléaire, par exemple ici au Canada, et que vous voulez dimensionner les contenants pressurisés, le Canada a une infrastructure qui statue sur les normes à utiliser. Dans cette infrastructure-là, le Canada vous dira si vous voulez dimensionner ou concevoir et dimensionner un contenant pressurisé, par exemple, telle capacité, utiliser la norme américaine, parce que la norme américaine est une norme réputée. Et dans le domaine du nucléaire, il y a des normes américaines, il y a des normes russes, il y a des normes chinoises. Qu'est-ce qu'on utilise au Congo? Utilise-t-on les normes juives, les normes américaines, les normes chinois au Congo? On utilise des normes, tout le monde utilise les normes qu'il veut. L'infrastructure critique ici viendra imposer. Nous devons avoir une législation dans nos infrastructures critiques qui dit, OK, si nous voulons concevoir tel contenant, ces contenants qui va contenir de la matière pressurisée à l'intérieur, voici ce que nous, République démocratique du Congo, nous demandons à qui que ce soit qui viendra, qui que ce soit qui sera les partenaires, il doit dimensionner ça, par exemple, aux normes américaines. Que ça soit chinois, juif ou qui, quand il vient au Congo, il sait que pour faire ça, dans les normes du Congo, il faut utiliser les normes américaines. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est ça. A-t-il, Patrick, voudriez-vous ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ici. C'est vrai, il y a eu un grand travail de la conférence nationale et c'est là encore où se pose le problème de la continuité de ce que nous faisons, du cadre de nos discussions et comment est-ce que nous voulons amener toutes ces discussions à un next level, au niveau prochain, de manière à ce que ça se réalise. Pour que ça se réalise, il faudra l'apport de tout un chacun. Je veux juste donner un exemple. Je prends l'avenue de la BCDC sur Boulevard. Il y a une quinzaine d'années, lorsqu'il pleuvait, nous on sortait je travaillais sur l'avenue Mutombokachi. J'allais après la pluie, je prenais mon taxi et je partais à la maison. On n'avait jamais connu pareille inondation telle que ce qu'on a maintenant sur cette avenue. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a plu maintenant, il y a des inondations et les gens parlent de la même chose. Il faudra que Fachi attale la Bissoli Cambo. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience collective que les universités, la société civile, comme notre ami Jean-Claude l'a si bien dit ici, il faudra que chacun puisse se sentir concerné.
Mais pour que cela arrive, ce n'est pas seulement en le disant, mais il faudra aussi mettre un cadre. Ici au Canada, par exemple, vous verrez quelqu'un qui conduit. Pourquoi les gens respectent le code de la route ici? Ce n'est pas seulement de bonne foi, non. C'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a une sanction. Il suffit de voir sur certains tronçons où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas de policier, vous verrez quelqu'un, là où il doit rouler à 90 à l'heure, il fait 130. Ici, au Canada, ça existe. Et si par mégarde, il y a un policier qui le chope, il est sévèrement sanctionné. Cette composante de sanctions manque cruellement dans notre pays. Donc, le modèle de gestion ne demande pas seulement de dire ce qu'il faut faire, il faut montrer ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, et qu'est-ce qui arrive au cas où les gens ne respecteraient pas la consigne, dont les normes. Sinon, notre pays deviendra un pays en lambeaux. Voilà. Merci Patrick pour cette belle contribution et cette belle réponse. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour compléter Patrick? Je vois la main de Jean-Claude levée. Walter? Je vois les mains de Jean-Claude levées. Jean-Claude, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je dis merci à Patrick pour ce qu'il vient de dire. En même temps, j'ai noté dans les interventions de M. Boukassa, de Walter et de Jean des éléments que Patrick et Franck ne doivent pas oublier. Les éléments suivants de mon point de vue, à partir de ce que j'ai noté là, c'est que nous devons sortir de la manie de l'accusation des autres et de la manie des clips, de l'autopromotion dans notre pays, parce que tout le monde, quand il prend la parole, il essaie de pointer d'abord les responsabilités des autres avant de pointer les siennes. Nous sommes, le Congo est un pays, je ne sais pas s'il est en voie de développement dans le classement, mais en tout cas, c'est un pays à infrastructure à construire ou en construction. Donc, tout ce que dans chaque domaine, on va énumérer énormément de choses qui sont à faire. Mais nous savons aussi que l'une des premières choses se passe dans le mental de chacun des Congolais. J'aime bien une des expressions de la charte de l'UNESCO qui écrit que puisque les conflits naissent avant tout dans les têtes des humains, c'est dans les têtes des humains qu'il faut aller les attaquer pour les détruire, sinon réduire leur capacité de nuisance. Si je copie l'analogie, je dirais il faut voir comment chacun, à chaque niveau, doit contribuer à aller travailler dans les têtes du voisin et dans nos propres têtes pour pouvoir apporter notre contribution de façon concrète sans juste passer notre temps à critiquer les autres. Oui, Jean-Claude, merci beaucoup. Patrick, oui. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce que vous nous présentez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ça, c'était un slide que j'avais préparé. Nécessité de la standardisation, normes de construction. C'est toujours bien parce qu'on apprend. C'est une plateforme, un forum pour apprendre. Oui, je regardais juste une photo prise au niveau de l'échangeur délimité et je me posais la question. De part et d'autre, il y a cette route qui n'a pas de tracé à gauche et à droite, il y a une route qui a un tracé. Est-ce que ce tracé a un sens ou bien c'est juste quelque chose de fortuit et pourquoi il n'y en a pas de l'autre côté? Donc, c'est là où, encore une fois, on a, à un moment donné, on a besoin des normes lorsqu'on fait des constructions. Et tous les tracés qu'on a au niveau des routes, par exemple, ont un sens.
Merci beaucoup. C'est pour cela que nous avons besoin, le pays a besoin des intellectuels, de tout le monde, l'apport de tout le monde, les universités, IBTP, tout le monde qui est là. Normalement, ils devaient voir ça. Toi, tu as vu, les autres ont vu. C'est toujours bien, notre pays nous appartient. C'est à nous de le transformer. Ce n'est pas les Chinois qui viendront le faire. Ils pourront le voir, ils ne vont pas modifier. Mais vous avez vu, très bien, félicitations et bravo. Merci beaucoup. Est-ce que une dernière question à Patrick et Franck. Quelles sont les démarches concrètes qu'ils ont entreprises pour connecter à ceux qui œuvrent sur le terrain de façon à répondre, à aller dans le sens de leurs objectifs? Oui. Vous avez la question? Oui. Personnellement, j'ai entrepris beaucoup de démarches pour entrer en contact avec des collègues qui sont à la présidence. J'ai eu quelques contacts. Je ne parle pas de la présidence, Patrick, je m'excuse. Oui, j'essaie. Sur le terrain, je parle du terrain. Oui, le terrain, ce n'est pas la présidence. Bon, je suis en train de venir. Donc, j'ai contacté des personnes à la présidence. Et j'ai aussi des contacts dans des universités, notamment à l'université de Mbuji-Mayi, l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi. Et j'ai aussi des amis qui travaillent dans des entreprises privées avec lesquelles on est en train de mettre cette plateforme en musique. C'est vrai que le début ayant été toujours difficile, des fois, il y a des gens qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas vraiment. Mais je me dis, on est déterminé à faire avancer ceci. Et ça sera peut-être pas la seule émission, mais nous aurons l'occasion d'aller de proche en proche de manière à ce que nous puissions drainer le plus de gens. Et notre prière persistante, c'est que les décideurs puissent écouter. C'est un travail que nous faisons bénévolement sur base de notre expertise et nous nous disons, si nous avons quelque chose à partager aujourd'hui, à retourner au pays, c'est bien l'expertise que nous avons amassée, aussi bien à travers l'éducation que nous avons reçue dans le pays que l'éducation que nous avons reçue dans différents pays. Dernière question de la radio. À quand le retour au pays pour reconstruire le pays? À quand le retour au pays de Patrick et de Franck pour reconstruire le pays et apporter votre expertise? L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans? Je laisse à Franck la main. Je devais personnellement, ni était la pandémie, je devais être nécessairement au Congo au moment que nous parlons là. Très bien, très bien. Et je voulais en profiter de l'occasion pour répondre à une question des auditeurs que j'ai trouvée importante. Et je vais dire ceci, je ne suis pas politique, il ne faut pas politiser. Les sauts de moutons font exactement une sous-dimension des infrastructures critiques eu égard aux besoins congolais. Rien n'est de la politique dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez le temps nous fait défaut, je suis obligé de poser la dernière question. Avez-vous quelque chose à ajouter que vous aimeriez ajouter que vous n'avez pas dit depuis qu'on a commencé l'émission? Tout ce que je veux moi dire, c'est que le changement, tout individu doit être le changement qu'il veut être. Nous n'irons nulle part si nous devons nous pointer les doigts dans l'œil. Nous devons nous-mêmes être les acteurs du changement que nous voulons. Donc, chacun doit faire sa part. La propriété, elle n'a pas besoin du président pour que les rues soient propres. L'infrastructure pour construire les sauts des moutons n'a pas besoin du président pour les construire dans les normes. Donc, ça dépend de nous et acteurs principaux, majeurs de nos infrastructures. Merci. Merci beaucoup. Patrick, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bon, la seule chose que je voudrais dire, c'est que par rapport au retour au pays, chaque jour, je suis dans mon pays en esprit et c'est ça qui me motive à entreprendre aussi bien la recherche que toutes ces études parce que je me dis, de partout où je suis, je peux contribuer à la reconstruction de mon pays. Et comme l'a si bien dit Franck, une invitation à tous, que nous puissions chérir notre pays et que nous puissions faire un pas, une moindre contribution de manière à ce que ce pays puisse avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup. Ça, c'est le signe d'une rationalité de la science active, la science amoureuse de son pays, la science en action, avec conscience, la science aussi avec âme. Merci, auditrices et auditeurs de Radio Telesca.
Merci, fidèles amis de d'Ethel Academy. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous remercions le présentateur de cette émission, surtout les animateurs, ceux qui ont apporté les thèmes, la thématique intéressante sur les infrastructures critiques en République démocratique du Congo. Nous avons cité M. je m'excuse, Patrick Kabongo et Frank Senda. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre forum, je crois le 11e ou 12e forum, qui sera consacré sans doute à l'éducation, selon la planification qui a été communiquée à la radio par les directeurs, la direction de telle académie, à l'occasion de la triste mort, la triste nouvelle qui nous a frappé, pour laquelle nous allons encore une fois garder une minute de silence avant de nous séparer. Et merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end chez vous. Si on vous entend. Au revoir. Merci beaucoup à vous autant. Au revoir.